Alain, euh, est-ce qu'on peut parler maintenant de cette sorte de révélation, d'illumination, je ne sais pas, parce que comment tu l'appelles, mais je crois que ça se trouve ici, là, tu en parles à ce moment-là, hein, dans cette partie, ma pierre Oui. philosophale. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as eu un rêve, quelque chose qui s'est... un rêve, des informations qui sont arrivées par un rêve? Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Alors, bon, c'est pas facile à expliquer, hein, mais la pierre philosophale, c'est ce que cherchent les alchimistes. Ils cherchent au début, on peut dire qu'ils cherchent une méthode pour transformer les métaux vils, hein, le plomb, le cuivre, en or. L'or précieux, quoi. Hein. Alors, dans le langage des oiseaux, près des cieux, précieux. Ah, Mais sur leur chemin, ils envisagent aussi de découvrir une pierre philosophale, une pierre transmutatoire, enfin une espèce de pierre magique. Hein. Euh, mais je crois, hein, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai eue personnelle, je crois que cette pierre, c'est comme la transmutation du plomb en or, elle n'est que au sein de sa propre psyché, quoi. Hein. C'est une transmutation spirituelle, hein, un changement de niveau de conscience. Voilà. Et la pierre philosophale, moi, je pense, hein, en tout cas, j'en ai fait l'expérience, je l'ai trouvée sur mon chemin de recherche et je laisse chacun la trouver par lui-même parce que j'aurais beau vous la révéler, vous la montrer, vous en montrer une photo, je pense que vous n'y croiriez pas. Et pourtant, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, je l'ai vécu, expériencé, hein, au sens d'une expérience intérieure, mais avec une telle certitude que, voilà, j'ai voulu même l'écrire dans mon livre. Je l'ai vu sous la forme d'un diamant, hein, un diamant avec toutes ses propriétés euh, à la fois matériel, mathématique, le système cristallin, etc., etc. Cristallin, vous voyez, c'est marrant ce jeu de ah, mots et dans le oui. langage des oiseaux. Et alors, Cristallin, cette Christ, pierre philosophale cristallin, ce diamant, il oui. t'a révélé, c'est lui qui t'a donné le chemin pour l'unification, c'est ça? Alors, ça m'a donné une grande unité en moi-même déjà. Et je me suis dit là, ouais, je suis alchimiste. Je suis, et j'en suis sûr. Jusqu'à ce qu'on Voilà, me démontre le contraire, hein, mais il faudra peut-être attendre. Mais pour le moment, je pense être devenu alchimiste, et c'est-à-dire avoir, par la connaissance de moi-même, j'observe que j'ai une très grande intuition. En fait, c'est ça. Et même, ça va plus loin. C'est comme une connexion avec quelque chose d'invisible et qui m'enseigne des choses, qui me divulgue des choses, et sous la forme de rêve, sous la forme d'épiphanie, de compréhension. Et j'ai fait confiance à ces rêves. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'avais plus de raison de douter de ces rêves. Et j'ai dit, je vais maintenant étudier ce que veulent dire ces rêves. Et c'est d'accord. l'objet du deuxième chapitre qui est plus Qu'on concret. abordera Hein. dans Oui, un prochain épisode. Alors ici, voilà. là, donc tu continues avec différentes... Oui, je décris mon baptême alchimique. oui, Et là encore, qui est je l'ai issu, vécu. ce baptême alchimique, c'est la suite logique de cette révélation que tu as eue dans un rêve. Oui, ça s'inscrit dans un ensemble d'expériences mystiques, hein, on va dire. Allez, hein, n'ayons pas peur des mots. Un ensemble d'expériences, mais vraiment d'une puissance telle que ça vous submerge, hein, mais ça vous fait pleurer,
c'est Oui, des mais illuminations. Hein. Alain, Voilà. là, tu Oui, vois, tu t'imagines bien que le scientifique rationnel matérialiste classique va commencer bien à sûr, dire, oui, mais tout ça n'a rien à voir, tout ça est bien sûr. totalement séparé des mathématiques et autres. Et tout à l'heure, on a fait allusion à Grothendieck, ce grand mathématicien qui a Oui, disparu maintenant, français. Et tu en parles dans ton livre, c'est, je crois, oui. pour toi, c'est ton C'est un maître maître quelque à part, penser. c'est ton maître à penser en mathématiques. Et lui, il a beaucoup écrit sur les mêmes choses que toi, Tout à finalement. fait. Tout Et à il fait. a été il a été reconnu, médaille Field, je crois. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est ce qui est l'équivalent d'un prix Nobel. Hein. Oui, plus ou moins, oui. C'est équivalent au prix Nobel de physique ou de enfin de Voilà, littérature. donc Ou, du coup, quand on t'entend là, on peut se dire, lui, il est complètement perché, illuminé, complètement, comment dire, euh, qui est perché? Moi? mais oui, Oui, attends, j'arrive dans la discussion et je oui, oui, oui. t'écoute et je me faisais cette réflexion. Je me dis, si on l'écoute comme ça, il commence à parler de ses rêves, qu'il a vu un diamant, que le diamant, ça l'a mené à avoir un baptême chimique, on se dit, Oui, waouh, oui, waouh, oui. waouh, le mec, il est perdu. Mais Il en est fait, fou. non, il est fou. Mais en fait, cette folie, entre guillemets, 12. douce, mais qui est quand même de l'ordre je veux dire, c'est complètement irrationnel finalement. Tu arrives et les mathématiciens, les physiciens maintenant, la science, et c'est le sujet de ton livre, à le relier à une réalité peut-être autre que celle qui a été étudiée jusqu'à présent, mais une réalité réelle, j'allais dire, quelque chose qui est Voilà. tangible, tangible. Oui, Et donc ça, tu vas l'aborder dans le second chapitre. Là, on est toujours dans le premier. voilà. Euh, donc, On est dans le premier chapitre qui décrit les grandes traditions et mes expériences à moi, mes petites bon, expériences tes petites individuelles. expériences, mais quand même, ça en dit long. Et moi, ma question, c'est, ça en dit long sur le fonctionnement d'un scientifique, en fait. C'est-à-dire que un scientifique est un être humain, est un être sensible, intuitif, et s'il n'est pas, il peut pas. C'est ça que tu es en train de nous dire, c'est que la connaissance, la construction de ton savoir et cette envie d'avancer dans la connaissance purement scientifique, elle est Oui, issue, c'est ce que je comprends, elle serait issue de tes intuitions, oui, on parle d'Einstein. Einstein avait aussi ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire oui, 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 qu'il avait des sortes d'images, d'illumination qui l'amenaient après à faire un développement tout à fait. pratico-pratique. Oui, oui, c'est ça. On est dans cet ordre d'idée, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Les intuitions, mais Einstein l'a dit, l'intuition est un don de Dieu et Oui. la raison doit être un serviteur fidèle. Et aujourd'hui, on a mis la raison comme étant euh, comme étant le maître, hein, la raison raisonnante, la raison intellectuelle, Et, calculatoire. Or, pardon, c'est l'intuition qui est plutôt d'origine divine, quoi. On croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu, c'est pas l'objet. Hein. Mais Einstein, il avait pensé, il avait déjà écrit ça et des milliers d'autres l'ont dit sous d'autres formes. Voilà. Il y a deux façons d'accéder à la connaissance, l'intuition et la raison. Là, je vous ai décrit qu'est-ce qu'étaient mes intuitions, mes premières intuitions, et ensuite j'ai essayé d'en démontrer la véracité. Et c'est ce que Grothendieck appelle les rêves messagers. Il dit ça dans son livre La clé des songes, qui est pour moi un des livres uniques au monde, hein, un des meilleurs livres du monde, La clé des songes, ou Dialogue avec le bon Dieu. Hein. Et il entend comprendre Grothendieck, hein, qui n'était pas qu'un doux rêveur non plus, hein, mais c'est probablement quelqu'un de très intuitif et de très intelligent. Et il a dit les rêves qu'il a reçus ne provenaient pas de lui. Donc, c'était une sorte de connaissance qui lui était envoyée de plus haut.
On appelle ça des canalisations, on appelle ça des connexions, on appelle ça. Enfin, Eh bien, on a eu une petite interruption, mais on reprend. Alain vient de me dire, tu viens de me dire qu'on avait manqué quand même le point important. Oui, une chose très importante. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est à l'écran, hein, attends, voilà, c'est le paragraphe 1.3.3, hein. C'est l'union mystique du masculin et du féminin. Alors comprendre ça, je ne dis pas que je peux vous le faire comprendre immédiatement, mais c'est très, très important. Et ça rejoint un des principes qu'on verra plus loin, un peu plus loin, dans le Kybalion. Le Kybalion, c'est un livre ésotérique écrit au début du XXe siècle et qui dit, par exemple, dans un de ces 7 principes, je vais essayer d'aller, moi j'ai le livre aussi sous les yeux ici, et qui dit dans le principe 7 du Kybalion, le principe de genre, Quelle le page? genre étant tout, tout a son principe masculin et son principe féminin. Alors ça paraît, comment dire, c'est pas que symbolique, c'est une grande vérité, une grande compréhension. Une fois que vous avez compris ce qu'est le yin et le yang, le yin c'est le féminin, le yang c'est le masculin, et je sais que Grothendieck lui-même a beaucoup étudié. Il aimait citer le yin et le yang parce que je crois qu'il en avait acquis une conscience, une compréhension profonde. Et en fait, c'est véritablement important. Très Alors, bien. je reviens dessus ici. Ah, Donc, je vous laisse le découvrir dans l'écrit, même si j'en donne pas une explication absolument détaillée. Mais pour ceux qui chercheront un peu dans les textes kabbalistiques, les textes ésotériques, les textes traditionnels, hein, du soufisme, l'écran n'arrête pas de clignoter. Bon, pas chez moi. je ne sais pas ce qu'on a à l'écran, voilà. Et l'image ici, elle provient d'un livre, l'image qu'on voit, cet homme, enfin cet homme androgyne là, hein. Il a 2 têtes, une tête d'homme et une tête de femme. Il a 2 sexes, hein, visiblement. Il a un sexe masculin, un sexe féminin. Et à côté, il y a un évêque ou enfin, un ecclésiastique qui le montre et qui dit, voilà, cette chose, c'est l'unité. Hein, je le fais très bref et très simple. C'est l'unité. Omnes concordant in uno, hein, le uno, qui est bifidus. Et donc, ça se traduit par tout s'accorde en un seul, qui est divisé en 2. C'est un peu le paradoxe, hein, mais le taoïsme, par exemple, l'a résumé en yin, yang, tao. Et donc, on voit que même le Tao est divisé en une partie masculine et une partie féminine, mais le Tao est l'unité. Voilà. Et toute chose, ça c'est ça qui est fabuleux, c'est toute chose est divisée en 2. Une partie masculine, une partie féminine, une partie yang, une partie yin. Et j'aime bien citer, comment dire, cette compréhension que j'ai eue un jour, la conscience a 2 modes. La conscience, véritablement, la conscience a 2 modes. Un mode d'intériorisation, c'est-à-dire quelque chose qui reçoit de l'information, c'est yin, c'est féminin, c'est réceptif, éventuellement passif, puisqu'on ne fait que
recevoir de l'information, observer, hein, si on peut dire, et qui est yin. Et ensuite le yang, qui est plutôt une émergence, c'est-à-dire l'attention, attention, intention. Donc il y a deux modes, un mode réceptif, un mode actif. Les filles, les femmes, les dames, les femelles auraient plutôt ce côté yin, plutôt réceptif, plutôt bienveillant, plutôt à l'écoute, plutôt dans le soin aux autres, l'attention aux autres, l'attention. Et les hommes, les garçons, les yang, sont plus dans l'action, dans dans le mode yang, un mode actif. Voilà. Et même la Mais conscience a ces deux modes. Voilà. d'accord. C'est assez marrant. Mais c'est très profond. Ok, ok, Ah, ok. ok. Là, moi, j'étais en train de vouloir réagir parce que quand tu dis, quand tu parles que les femmes ont plus un côté de Oui, l'attention, là, j'entends ma fille me dire, oui, oui, oui. à chaque fois que je dis ça, qui est très féministe, elle me dit, oui, mais ça, c'est une construction sociologique, patriarcale des choses. Et donc là, on est loin de la spiritualité. Ah non, 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 non. Là, pardon, mais je suis en pleine spiritualité, mais la plus profonde. Je ne suis pas dans le débat sur le genre et sur la construction du féminisme, du masculin. Enfin, non, oui, je suis loin de tout ça. J'exprime vraiment une idée que j'ai ressentie, mais au plus profond de. Et j'ai pas dit, attention, j'ai pas dit que les hommes étaient dépourvus de capacité d'écoute et que les femmes étaient purement passives et réceptacles de quelque d'accord, chose. bien sûr, bien sûr. Le principe de l'humain unifié, c'est de réunir dans la même personne ces deux aspects. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'unification, la quête d'unité personnelle passe par une union mystique, l'unio mystica du masculin et du féminin. Et donc, l'homme complet est en quelque sorte androgyne. Mais ça ne rentre, il n'y a pas de débat avec les féministes ou avec les masculinistes. Maintenant, on reparle de masculinistes. Voilà, bon, y a pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Euh, euh, on est à un niveau tellement loin de ça que le conflit entre les hommes et les femmes, les masculinistes et les féministes, le patriarcat, je ne dis pas que ça n'existe pas, attention, hein, loin de là mon idée. Et j'aurais tendance à dire que la reféminisation de notre société, qui est essentiellement patriarcale, est excellente. Voilà, je peux dire que ça, mais je ne veux pas rentrer dans des débats avec une femme qui va me dire ah oui, mais moi je suis comme ci, je suis comme ça. Non, non, non. Là, on est dans des principes spirituels ultra profonds. Et le genre, hein, puisque c'est masculin, féminin, faut pas voir que j'ai forcé le trait tout à l'heure en disant les hommes et les femmes, mais oublions ça, la conscience est tantôt yin, réceptive, tantôt yang, créatrice, active. Voilà. D'accord. Moi, je suis un garçon, plutôt garçon, hein, et je suis à la fois créatif, à la fois réceptif, à la fois imaginatif, créatif, et à la fois à l'écoute. Donc, je suis moitié homme, moitié femme. Je suis un peu androgyne, plutôt garçon. C'est ça que j'ai pas choisi. Bon, très bien. On va avancer. Voilà. Là, donc, on va remettre notre. Cette image est magnifique, c'est une image alchimique. Ça veut dire que l'alchimie, elle arrive à comprendre ça. Et moi, une fois, je l'ai compris, mais c'est magique quand vous comprenez ça, que vous voyez que tout a un côté yin et un côté yang, tout a un côté masculin et un côté féminin. Waouh, mais et ça marche pour tout. Bon.
Voilà. Bon. J'en dis Et pas plus. là, tu parles du livre rouge de Jung, ce Oui, fameux livre oui, 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 oui. qui a été publié il y a quelques années. Il est mort depuis plus de Oui, 50 ans. il y a Et, 10 ans à peu près, il y a 10 ans, on publie un livre qui avait qui avait 50 ou 60 ans déjà, ouais, après la oui, mais mort qui de. n'avait jamais été publié. Tout à fait. Et là, tu en parles dans ce cadre-là. Pourquoi tu en parles là, Alors, du ah livre oui, alors pourquoi je parle du livre rouge? Alors, le livre rouge, La clé des songes de Grothendieck, le livre rouge de Jung, je les mets au même plan. C'est des livres d'une hauteur de vue, d'une profondeur. Alors, hauteur, profondeur. Hein. Peut-être tu peux les présenter d'ailleurs. Tu les as là, les deux livres. Alors, je les ai, oui, je les ai les deux à côté de moi, hein, évidemment, dans Est-ce ma que tu peux les bibliothèque. montrer parce que ce sont des livres majeurs. Oui, alors, le livre rouge, il est là. Le livre rouge, le voilà. Donc, bon, il est rouge, mais très difficile, assez difficile à lire. Hein. Il vaut mieux en lire. Moi, l'écriture de Jung est très riche. Je veux dire, moi, je suis un Montre. scientifique, j'ai un mal assez fou à lire des textes d'une telle richesse. Hein. J'en lis des résumés, j'en lis des explications, mais quand je rentre dedans, wow, c'est très riche. Je suis un scientifique, moi, je suis pas un, Tu hein, peux, bon, tu peux mais montre-nous, c'est illustré, il est illustré ce non, livre? non, alors celui-ci n'est pas illustré. Il y a pas il y a des versions de luxe qui sont illustrées par pardon, les figures qu'avait dessinées Jung, les ronds Les mandalas. colorés. Hein? Les Oui, les mandalas. mandalas, pardon, hein, le nom m'échappait. Et ensuite, le deuxième livre qui est là, euh, hop, qui est là et qui est, lui, pareil, d'une profondeur. Et il a été édité l'an dernier seulement, alors qu'il a été écrit probablement dans les années 80, hein, à peu près. Ah, Le d'accord. livre et je les mets à peu près au même niveau, c'est-à-dire, il y en a Mais un par donc, siècle. le livre de Grothendieck, là, que tu viens, du mathématicien Grothendieck, c'est pas Oui, un livre de mathématiques. non, pas du tout, pas du tout. Hein. Il y a C'est un que du livre de texte dedans. Il n'y a pas de spiritualité sur formule. les rêves. La clé des songes, euh, ou dialogue avec le bon Dieu. Il exprime qu'il reçoit des rêves et que ces rêves sont probablement issus d'une intelligence supérieure à lui et ne lui appartiennent pas. C'est pas des rêves. Bon, il faut lire le livre. C'est un livre incroyable, incroyable de mon point de vue. Hein. Donc, revenons à Et pourquoi je notre cite le livre entendement. rouge? Euh, Parce que Jung exprime ça d'une autre façon, yin, yang, Tao. Il l'exprime par trois mots un peu différents, le sens, le contresens et le sursens. Donc, il y a vraiment une similitude, à mon avis, de conception. Le yin, le yang, un ne peut pas exister sans l'autre. On ne peut pas voir quelque chose sans qu'il y ait son contraire, son opposé, son antithèse. Et le tout, c'est de dépasser cette division pour faire le uno qu'on voyait dans l'image précédente, hein, l'image alchimique de l'unio mystica, l'union des opposés. Le yin avec le yang, le masculin avec le féminin, et le sens et le contresens pour donner un sursens, une vision encore plus globale. C'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. Hein. Il y a plein de façons de le voir, avec des profondeurs ou comment dire, en philosophie, on fait la thèse, l'antithèse et la synthèse, etc., etc. Et donc, tout sujet peut se traiter d'une façon duale, et l'ensemble fait une unité. Bon, voilà, j'en dis pas Très plus. bien. Alain, il faut avancer dans ce Oui, livre-là, parce que là, comment dire, on n'a pas pour l'instant
parce que là, je vais mettre la table des matières à l'image, mais Oui, voyons, attends, j'y arrive. Oui, là, voici là, la table des matières. On voit qu'on est, on a vu la voile de l'alchimie, voilà, on a fait la voile de l'alchimie ici, le nombre, l'union mystique, ma pierre philosophique, mon baptême alchimique, et oui, le problème du rapport corps-esprit. Et tu nous as parlé du Kybalion tout à l'heure. oui, qui est Tu plus bas. as, Ouais. voilà. Donc, on est toujours dans le chapitre 1. Il faut Oui, voir qu'on a encore deux grands domaines. C'est le champ de conscience unifiée que tu as oui, introduit dans ce chapitre dédié à la spiritualité. Et après, on parlera de la science nouvelle religion. Donc, dans le oui. champ de conscience unifiée, dans cette partie de ce chapitre sur les spiritualités, avant d'aborder la science proprement dite, tu nous parles du Global Consciousness Project. Alors moi, ça m'intéresse particulièrement Oui, je sais, ouais. parce que tu le sais très bien, puisque tous les deux, et Oui, on s'y intéresse tous les deux. avec d'autres, un petit groupe qu'on appelle les noosphériques, euh, on en reparlera, hein, mais Oui, oui, oui. On va en le, reparler, ça c'est sûr, hein. on va en reparler, oui, 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 tout à Et fait. pas que nous, Donc, hein, on va entendre parler. oui, donc, dans ce, oui, parce que en deux mots, mais très simplement, c'est que ce Global Consciousness Project dont on va parler maintenant, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je remets Alain et moi. Et il faut que tu sois à gauche. Oui, j'apprends à utiliser cet outil encore, hein. Je remets donc ici. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, ça, en plus grand. Bon, le champ unifié de conscience, on parle, ce chapitre, en tout cas, tu nous parles du Global Consciousness. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire ce sujet-là et dire qu'est-ce que ça vient faire dans la partie spiritualité? Alors là, on est de moins en moins dans la partie spiritualité au sens où la spiritualité n'évoquerait que des choses proches de la religion, de la sagesse, de la... Là, non, le champ de conscience unifié, ça devient scientifique, ça devient un véritable champ, un champ au sens technique du terme, un champ comme les physiciens utilisent des champs, hein, un champ électrique, un champ magnétique, un champ de gravitation. Et là, un champ, c'est une description mathématique d'un objet mathématique agissant sur souvent la matière ou l'énergie. Voilà. Et là, le champ de conscience unifié, un concept qui apparaît de plus en plus pour pallier à comment dire, au caractère inopérant du matérialisme, hein, de la pensée matérialiste qui dit il y a de la matière et au-dessus émergerait la notion de conscience et au-dessus de la matière biologique, neuronale, émergerait la conscience. Bon. Et on s'aperçoit que ça marche pas, hein. Je pourrais l'expliquer de mille façons avec de nombreux exemples, mais on arrive à une limite de la vision matérialiste des choses. Et donc, il y a un contre-courant qui vient pour élargir le spectre de connaissances, qui s'appelle le post-matérialisme, qui s'appelle le champ de conscience unifié. Et c'est ça que j'essaie de chercher, moi. Je cherche et j'y crois. Je crois que ça existe. Je crois qu'il y a un champ fondamental qui est en fait un champ de conscience. Et le Kybalion le dit dès le début, il y a 100 ans déjà, avant même l'avènement de la mécanique quantique. Le Kybalion, dans son premier principe, je l'ai ici, je vais vous le lire, hein. Pardon, il faut que je le retrouve, il est là.
Le premier principe du Kybalion, il y en a 7, je vous ai donné le dernier tout à l'heure, le mentalisme. Tout est esprit, l'univers est mental. Donc on se dit, bon, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est cette apparente absurdité? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on pense que la conscience préexiste, est plus fondamentale, est plus un principe qu'une émergence, en gros. Et en fait, c'est plutôt la matière, l'espace et le temps et l'énergie qui apparaîtraient au sein d'une conscience globale qu'on appelle le champ de conscience unifié. On va l'appeler comme ça de plus en plus. Et le psychisme humain ne se développe que au-dessus de tout ça. Alors, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que il y a plusieurs problèmes dans le problème de la conscience. Il y en a au moins 2 qui ont été un peu formalisés par Chalmers et qui dit il y a le principe simple de la conscience, c'est difficile à résumer, je ne veux pas faire trop long, mais le principe d'un objet qu'on voit réagir au monde, il a un comportement, il a des entrées, des sorties, et il a un comportement, on dirait qu'il est conscient. On dirait qu'il est conscient du monde extérieur, puisqu'il y réagit, il agit. Ça, c'est le behaviorisme en anglais, ou le comportementalisme. Ça, c'est la façon simple d'expliquer un être humain, de dire c'est un petit robot biologique qui réagit aux influx et qui a des réactions. Le deuxième problème, le problème difficile, attends, celui-là, il est important. Oui, oui, mais n'oublie pas oui. qu'on suit ton livre et donc oui. on a besoin de comprendre. On parlait du Global Consciousness Project. Hein. Oui. On est toujours. Je vais y venir. Hein. 30 secondes encore. Le problème difficile de la conscience, c'est, OK, supposons que tout soit matériel, comment se fait-il qu'un individu comme moi, comme toi, comme tout le monde, puisse avoir des sortes d'états d'âme, d'états d'intériorité? C'est-à-dire comment un objet fait d'atomes, uniquement d'atomes, pourrait ressentir ce qu'on appelle des qualia, des qualia, des qualités, enfin des émotions, la peur, la colère. Comment, enfin la colère, on pourrait comprendre qu'un petit objet biologique s'énerve, mais comment on ressent nos états intérieurs, et notamment des états d'âme, ce qu'on appelle les états d'âme, la transcendance, comment quelque chose constitué d'atomes pourrait ressentir de tels phénomènes. Ça, c'est le problème difficile de la conscience. Et ça, on le résout en inversant un peu l'émergence. Au lieu de dire la matière émerge, enfin apparaît, existe, et ensuite la conscience apparaît dessus, on retourne le problème. Alors, au début, ça ne change rien, ça s'appelle le retournement conforme, ça ne change rien. On dit, ben non, c'est plutôt quelque chose de conscient qui fait émerger une chose pensante, la matière, l'espace, le temps, la biologie et la conscience humaine. Et en fait, cette chose est une chose qui pense. Voilà. On pourrait l'appeler Dieu, peu importe le mot qu'on met dessus, mais c'est une chose qui pense. Et on l'appelle le champ de conscience unifié. Et le Global Consciousness Project semble avoir mis en évidence des anomalies, alors, sur des générateurs quantiques d'aléas. Bon, tu veux que j'explique ça? Oui, là, ce qu'on veut faire, c'est en gros que tu nous expliques, sans aller dans les détails, mais ce projet qui est le Global Consciousness Project, qui est issu de... Parce que là, on est dans le chapitre de la spiritualité, on ne va pas aller dans la science directement encore. C'était Teilhard de Chardin qui avait émis une idée avec la noosphère. Et
et j'aimerais que tu nous fasses le lien avec ce qu'a dit ce penseur, ce théologien et ce Oui, biologiste, Teilhard de Chardin, ouais. et le lien qu'il y a avec, et je crois que c'est pour ça que tu as parlé du Global Consciousness Project que je connais, donc toi aussi, donc Oui, oui. parle-nous de qu'est-ce que ça vient faire ce projet à ce moment-là dans ton livre. Pourquoi tu nous parles du Global Consciousness Parce Project? que déjà, c'est un projet scientifique, hein, alors à visée spirituelle, enfin, à visée d'étudier ce qui est réellement le fondement des choses, hein, et la conscience, c'est vraiment un phénomène qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas éviter, qu'il faut évoquer. Et le Global Consciousness Project a constaté que des générateurs d'aléas qui avaient été répartis dans le monde entier, donc des générateurs d'aléas quantiques, c'est-à-dire des générateurs qui génèrent des bits de 0, 1, 0, 1 de manière aléatoire, avec toute la complexité, enfin la complexité ou le mystère, hein, de la mécanique quantique. Et on s'est aperçu qu'il y aurait des corrélations entre ces générateurs d'aléas lors de grands événements mondiaux, notamment le 11 septembre, hein, un attentat qui fera date, hein, et donc des grandes émotions planétaires, des émotions, hein, on est bien là dans l'émotion, le ressenti, semble-t-il, il y aurait eu des anomalies dans la génération des 0 et des 1, et ces anomalies ont été mesurées, peuvent être mises à disposition des gens qui veulent les étudier. Les flux binaires sont à disposition, et donc il semblerait qu'il y ait un lien entre ces générateurs d'aléas, donc l'aléa quantique, et on pourrait l'identifier à ce fameux champ de conscience unifié, et des émotions humaines. Voilà. Et donc, là, on est déjà dans un domaine qui n'est plus si spirituel que ça, qui est plus scientifique, puisque le projet Roger Nelson et ses amis, c'est à Princeton, c'est quand même c'est pas des gens, c'est pas des ecclésiastiques, c'est pas des comment dire, qui étudient les religions, c'est pas des religieux, c'est des scientifiques qui veulent comprendre. Voilà. Et ce projet Global Consciousness Project commence à mettre le doigt sur ce champ unifié de conscience. Voilà. Je le fais très bref là. Hein. Ouais. Et alors Alain, moi ça Oui, m'intéresse d'autant plus que tu parles de ça dans ton livre. C'est que, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les deux, et avec d'autres, toute une équipe, on a envie de rendre ça euh, palpable, oui, visible. visuel, Ouais, visible, par l'intermédiaire d'un logiciel sur oui, lequel on est en train de travailler. Et dans ton livre, tu parles d'un logiciel qui existe déjà, qui a été développé par ceux qui ont pris la suite de ce grand oui. projet du Global Consciousness, qui s'appelle donc l'application Entangled. Et nous, Entangle, Entangled, oui, Entangled, ouais, ouais. mon anglais, Entangled en qui veut français, dire intriqué, je crois, qui hein. veut dire intriqué. Voilà. Et donc, ma question, c'est, là, tu t'impliques dans ce projet noosphérique dans lequel je suis aussi. Moi, je suis plutôt dans la partie artistique, donc qui Oui, a envie de rendre visible artistiquement les choses, visible audible aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les yeux. visible, audible, oui, oui. Et voilà, et en tout cas, un maximum de sens doivent être touchés, à mon avis. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est avant tout la partie très scientifique de ce projet sphérique et qui qui s'appuie sur toutes Oui, ces études et en particulier le Global Consciousness Project. Et oui. donc, comment tu vois une, une, une étude de ce niveau-là, comment tu vois une application, comment tu vois ces applications, tu en parles, en quoi ça a un lien avec l'unification dans ton livre?
Toujours, Oui, je te ramène à alors, ton livre. On n'oublie bon, pas ce qu'on fait là. ça touche, le Global Consciousness Project touche au lien, à la relation entre la pensée et la matière. Voilà. C'est un des chapitres, le problème du rapport corps-esprit. Mind, body, problem. Donc, s'il existe un champ de conscience unifié, donc unique, il est unique, est-ce que la pensée humaine peut interagir sur lui et vice-versa? Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Et le Global Consciousness Project semble dire oui, il y a une influence de la pensée humaine sur un substrat quantique qui serait au fond sous-jacent au monde, qui serait le substrat unique, un substrat immatériel qui est une pensée globale, et l'humain peut interagir sur ce substrat. Voilà. Si je peux me permettre, Alain, Oui, oui, euh, là, parce que de ce que je connais de ce projet Global Consciousness oui, Project, c'est encore. Parce que là, j'ai l'impression que tu n'as. Les gens qui en entendent parler pour la première fois ne vont pas se rendre compte à quel point ce projet est gigantesque, a été, puisqu'il s'est arrêté, cette recherche s'est arrêtée en 2015, je crois, aux alentours de d'accord. l'année 2015, et avait démarré en 98, et se passait sur toute la planète. C'est-à-dire Oui, que des dizaines de laboratoires scientifiques de recherche ont travaillé en même temps, ont envoyé des données à cette équipe de pas oui, MIT, du laboratoire de Princeton, le PIR, voilà. Et donc là, on PEAR. a une dimension planétaire Oui, de ces travaux, oui. et c'est ça que je voulais souligner. Alors, Et, et- c'est pas un ensemble de laboratoires qui a envoyé des données, c'est des objets, des générateurs qui sont des générateurs, des clés USB qui étaient répartis dans le monde entier. dans des Donc, laboratoires, je oui, pense oui, qu'ils mais ils c'était pas travaillaient des avec d'autres laboratoires de scientifiques. recherche au sens d'équipe entière. Ils avaient dispatché un ensemble Oui, de générateurs d'aléas dans le monde et ils cumulaient les données à Princeton. d'accord, ok. Ok, donc tu étais en train de nous expliquer que cette énorme étude qui a duré plus de 15 Oui, ans oui, euh, a produit des résultats qui ont été, je crois, remis en question en termes de. Parce qu'en science, il y a une hypothèse et on essaie de la valider par une expérience. oui, C'est la base oui. scientifique. En fait, pour certains, il y a eu des papiers qui ont été faits. Pour certains, cette expérience n'a pas été validée. Euh, Alors, euh, alors, soit on fait une expérience et elle valide un modèle. Là, en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse. On fait une expérience, on observe des choses, on observe, et on essaie d'en trouver un modèle, de le modéliser. On observe les galaxies, mais on ne sait pas simuler les galaxies, on ne fait que les observer. La science n'est pas que expérimentale. Elle est observationnelle aussi. On observe les galaxies, personne n'a simulé de galaxies, sauf des modèles mathématiques réduits qui peuvent gérer la dynamique des galaxies. Mais pour le Global Consciousness Project, on observe des corrélations. Et là, je veux dire, personne ne peut dire ces corrélations n'existent pas. Elles sont là, elles ont été mesurées, validées par des statisticiens. Maintenant, comment on les interprète? Et là, les interprétations, c'est un peu comme en mécanique quantique. Il y a l'interprétation de Copenhague, il y a l'interprétation des multivers. Les scientifiques ne sont pas d'accord. Et l'équipe du GCP, il donne une interprétation en disant il y a un champ unifié de conscience. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais ça fait rien. Nous, ce qu'on veut faire dans le programme qu'on veut développer, c'est de donner encore une
une expérience supplémentaire qui pourrait être probante, au sens qui prouverait peut-être que le modèle qu'on a en tête et qu'on a posé à plat est réel. Voilà. On modéliserait ce fameux champ de conscience. Bon, Et on le alors, prouverait. on va être obligé d'arrêter.